Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. 3 nouveaux villages des Kalungu dans les territoires de Massissi au Nord Kivu ont été pris par les combattants de la F-123 après des violents affrontements avec les Wazalendo et l'armée congolaise. La F-123 a critiqué ce mardi les récents rapports de Human Rights Watch affirmant qu'il minimise le rôle du gouvernement congolais dans la crise sécuritaire et qualifiant les Wazalendo des criminels soutenus par les régimes de Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires après la virgule. Les détails de l'actualité du jour. Bonjour et surtout bienvenue, vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Au moins 3 villages de la localité des Kalungu sont passés sous contrôle des rebelles de la F-123 depuis la soirée du lundi 15 septembre 2025. Ceci après de violents affrontements contre les Wazalendo alliés à l'armée congolaise dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi au Nord Kivu. Des détails avec vous, Fiston Issemouami. Selon des sources concordantes sous anonymat, il s'agit des villages Kasenyera, Mundu et la colline Muzimu situés à Kinyana, jadis sous contrôle des Wazalendo, qui ont été conquis par les éléments du 23. Les combattants Wazalendo alliés au FARDC ont tenté de résister à Kasenyera puis à Kinyana avant d'être repoussés par les combattants de l'AF-123 aux environs de 19h. Dans la matinée de ce mardi 16 septembre 2025, 2 coups de feu ont été entendus dans la zone, mais le calme est revenu en fin de matinée. Suite à ces combats, la population a pris la fuite. Ce même source ajoute que les éléments Wazalendo ont fui vers Lukweti, dont les groupements Banfuna, près de la rivière Osso et Rushoga. Les 23 sont présents à Kasenyera, Mundu et même sur la colline Muzimu où était la base d'Ignace Muzalendo. Toute la journée d'hier, c'est sur cette colline que les affrontements étaient concentrés entre la 23 et Wazalendo. Nous avons été obligés de quitter vers Kahira, surtout qu'il y a eu des bombes larguées par les Wazalendo qui étaient à Mundu. Nous apprenons que les Wazalendo sont à Lukweti, c'est un peu loin, a fait savoir un habitant local sous anonymat. Cependant, une situation d'incertitude est observée dans le centre de Lukweti suite à l'avancée des rebelles de l'AF-123 vers ces entités sous contrôle de Wazalendo. Des renforts sont signalés de 2 côtés. La population craint des éventuelles attaques entre les belligérants. Ces affrontements ont été déclenchés la semaine dernière dans ces villages du groupement Bachali-Mokoto, entraînant ainsi des mouvements des populations. L'Alliance Fleuve Congo AF-123 a réagi au récent rapport de Human Rights Watch sur les tensions dans l'Est de la République démocratique du Congo. La délégation venue d'une session à Genève estime que les rapports minimisent le rôle du gouvernement congolais dans la crise sécuritaire. Maître Jean-Paul Chaka, chef de la délégation, a déclaré ce mardi à Kivu Morning Post que l'Human Rights Watch traite les Wazalendo comme des gants alors qu'ils sont des criminels, selon lui soutenus par le régime de Tshisekedi. Je propose de les suivre. Le gouvernement de Kinshasa a construit une machine criminelle, génocidaire même, qu'ils appellent soi-disant Wazalendo, qui se livre à des populations rwandophones, et spécialement les Tutsis. Par exemple, au sud Kivu, j'ai parlé d'Uvira. Ça, c'est bien documenté. Et les auteurs sont connus. Ce qu'ils font, c'est connu dans tous les rapports. Je vous réfère d'ailleurs à un rapport sorti hier de Human Rights Watch, même si je ne suis pas d'accord en ce qui concerne la qualification de la responsabilité des faits à Uvira, surtout qu'il semble traiter les Wazalendo avec un peu de gants. Et pour moi, ce sont des criminels. Il n'y a pas de criminels en ce qui concerne les crimes de masse au Congo aujourd'hui que ces soi-disant Wazalendo, qui sont armés, financés, encadrés par le régime de Tshisekedi. Donc, s'il y a crime de masse, épuration ethnique, c'est Tshisekedi et ces gens qui devraient en répondre un jour, et j'espère qu'ils le feront.
La ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, connaît une paralysie des activités socio-économiques et scolaires ce mardi 16 septembre 2025. Cette situation fait suite à l'assassinat de M. Hassani Loussassa, résident du quartier Malépé, survenu la nuit précédente. Notre correspondant dans la zone, Isaac Bingueve, fournit davantage de détails sur cette tragédie. Plusieurs boutiques, magasins, pharmacies étaient restés fermés pour dénoncer cette criminalité urbaine. Mais aux environs des 11 heures, sur le boulevard Nyamwisi, au marché central de Kilokwa et au centre commercial de Matongé, quelques portes étaient à moitié fermées. Alain Kisokero, chef des avenues Mongu au quartier Malépé, explique les circonstances du décès de la victime. Autour de 0h25 minutes, où il y a un homme nommé Hassan, boucher de son état, qui revenait de la ville pour la maison, donc dans le quartier Malépé, cellule 4 Kamerou. Par malchance, il s'est heurté avec deux militaires qui pourchassaient de bandits. Malheureusement, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Ces militaires qui pensaient que la victime, c'était le bandit dont il poursuivait, l'ont criblé des balles au niveau du dos parce qu'il avançait pour atteindre son domicile. Les activités scolaires ont été également paralysées. Des écoliers et élèves étaient contraints par les manifestants de regagner la maison. On nous a dit à l'école qu'aujourd'hui on a tué un papa et on nous a dit de rentrer à la maison. On nous a informé que hier soir on avait tiré le coup de balle. Toujours à Beni, la même nuit du lundi à ce mardi, au quartier Mabakanga, commune de Rwenzori, 4 ménages étaient visités par des bandits armés. Ils ont apporté une somme d'au moins $750 américains après avoir tiré plusieurs coups de feu. Peu après, les services de sécurité ont intervenu pour limiter les dégâts. Restons toujours à Beni. Les agents du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire PDDRCS de Beni sont en grève depuis maintenant 16 jours. Ils réclament 35 mois d'arriérés des salaires. Dans une déclaration ce mardi, ils ont exprimé leur indignation face à l'indifférence de la coordination nationale et provinciale. Maître Omar Kavota, président de l'antenne de Beni, a pris la parole. En plein mouvement de grève sèche observé depuis le 1er septembre 2025, constatons avec une très grande indignation l'indifférence manifeste qui caractérise les animateurs de coordination nationale et provinciale qu'au lieu de se préoccuper du problème des grévistes. Le coordonnateur national du PDDRCS s'illustre par un mutisme le plus absolu, donnant l'impression que cette grève était non-événement. Vu qu'au lieu de faire droit à la requête des grévistes, son Excellence M. Jean-Dédier Tangatita joue à la diversion, annonçant des missions de terrain du 16 septembre courant au 2 novembre 2025, en vue, selon lui, d'accompagner les coordinations provinciales et les antennes dans la gestion des dossiers administratifs et contractuels des cadres et agents, ce qui paraît comme de la poudre aux yeux et un stratagème pour disperser ou faire endormir debout les grévistes. Les grévistes fustigent la complicité négative du coordonnateur provincial AI, M. Souki Sandayamba Joseph, qui, loin d'accompagner les cadres et agents des antennes de sa coordination vers une solution à leurs revendications légitimes, s'érige en obstacle à Rassira Kinshasa qu'il va disperser les grévistes, se met à organiser localement des conférences de presse avec l'appui financier de la coordination nationale pour essayer de travailler l'opinion contre la grève qu'il essaie de torpiller maladroitement. On va se diriger maintenant
À Uvira, chef-lieu provisoire du site Kivu, les travaux de réhabilitation de la voirie ont repris après des tensions sécuritaires. La première couche pour préparer la pose du goudron a été mise sur la chaussée à la satisfaction de la population. D'ailleurs, la société civile s'exprime à ces sujets. Je suis Mapenzi Manyebwa, président de la synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira. Ouais, aujourd'hui, nous sommes en train de féliciter les gouvernements des efforts fournis. Ça fait plus de 6 mois que cette route est en train d'être construite. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des avancées par rapport à la construction de la route RN5. Et bientôt, on est en train de vivre le premier lot par rapport au goudron qu'on est en train de mettre ici au niveau de Moravia. Cela donne l'espoir à la population que si oui que le gouvernement continue à maintenir les efforts, la route sera achevée. C'est pourquoi c'est pour nous une occasion de demander une fois de plus au gouvernement de continuer avec cette bonne volonté d'appuyer la population d'Uvira à travers la construction de la RN5, mais aussi de demander à l'entreprise exécutante de multiplier les efforts pour respecter les normes demandées par les bailleurs de fonds, mais aussi en tenant compte de la réalité locale de la ville d'Uvira. Le message, c'est de demander à la population d'Uvira de rester seulement vigilante par rapport à la construction de cette route RN5, parce que nous avons tous besoin que la route RN5 soit achevée. Et aujourd'hui, on est en train de voir que cette allure continue à donner quand même des fruits positifs. C'est à nous d'être patientes, mais c'est à nous de continuer aussi à demander à Kinshasa de s'impliquer davantage. Parce que si le gouvernement congolais au niveau central et provincial continue de s'impliquer davantage, j'ose croire que cette route va achever. Et cela, c'est pour nous un souhait, c'est pour nous un besoin. Parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, la construction de la RN5, c'est un besoin prioritaire pour la population d'Uvira, mais aussi pour la population de la province du Sud Kivu. C'est pourquoi nous devons être tous soudés pour continuer à plaider, faire des lobbying, en vue de demander qu'il y ait l'achèvement continuel, mais aussi qu'il y ait aussi la construction comme il a été prévu de la route RN5. Après avoir récupéré les sites miniers accusés par les forces armées congolaises de financer la rébellion de Thomas Lubanga en République démocratique du Congo, les autorités mettent en place un dispositif de contrôle des régularités. Cette initiative vise à garantir que l'exploitation des ressources naturelles ne soutienne plus des conflits armés en RDC. Le tout premier site minier à être contrôlé par ces différents services techniques de l'État, ici en province de l'Ituri, était celui situé au village Jingo en chefferie d'Imambissa, supervisé par la coopérative Umoja. Deuxième étape, sur la même rivière Chari, était les sites Ushindi, supervisés par la Comico.
Les sites Vilo 1 et 2, situés au groupement Mangé, en chefferie de Mambisa, supervisés par la coopérative minière San Raphaël, commissariat en sigle, ont constitué la troisième étape lors de ces contrôles. Combien au total, les pompiers que vous avez au total? Nous voulons vérifier. Les sites Kerové Gold Mining en groupement Kekpa a été aussi la cible. Notons que cette équipe a aussi vérifié la présence des hommes en uniforme et des étrangers dans ces sites. Les questions relatives aux études d'impact environnemental et social sur les communautés ont été également analysées. La récupération de tous ces sites miniers a mis fin au financement de certains groupes armés, dont la CRP Zaïre de Thomas Lubanga, allié d'M23. Rappelons que les contrôles de ces mines figurent parmi les missions régaliennes de l'instauration de l'état des sièges. Une délégation composée de l'auditorat militaire de l'Ituri ainsi que d'autres organisations, notamment les membres du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la Croix-Rouge, a effectué une descente à Djaïba, localité située dans les groupements de Fataki. Nous sommes en territoire du Djougou dans la province de l'Ituri pour enquêter sur des massacres. Rachid Koudra, notre correspondant à Bunia, nous fait les points. D'après le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur militaire près la cour militaire de l'Ituri, cette mission a pour but d'enquêter sur les massacres commis à date du 12 février de cette année en cours à Djougou. Les victimes seront déterrées dans la fosse commune pour des réseaux d'enquête. Eux-mêmes, les corps peuvent parler. On appelle ça la médecine médico-légale. Dans l'expertise médico-légale, donc, on prend un spécialiste. Il voit, par exemple, tout le monde n'est pas tué de la même façon, malheureusement. Il y a des gens qui sont tués par machette, il y a des gens qui sont tués par des coups de bâton, ainsi de suite, par des planches, ainsi de suite, comme les ZF font le fond. C'est pas cette médecine qui va faire parler les corps sans vie. Donc, ils vont stériliser les corps sans vie pour savoir les causes des morts. Donc, les gens qui sont enterrés dans les fosses communes seront encore d'intérêt, je crois. Oui, c'est ça. On appelle ça l'exhumation. On les déterre et puis après on va les enterrer de manière digne. Parce qu'avant on les a enterrés dans la précipitation. C'est pour ça qu'on a parlé de fosses communes. Dans une fosse commune, on met tout le monde. C'était dans la précipitation. Mais cette fois-ci, on peut mettre chaque personne dans un lieu assez convenable. La plupart des victimes ont été enterrées dans des fosses communes. La justice militaire de l'Ituri souligne son engagement à mener des enquêtes afin que les auteurs de ces actes soient punis. Cet acte est salué par certaines couches sociales en Ituri qui appellent les autorités judiciaires à étendre cette enquête dans toutes les zones, notamment à Drodro, Plaine Savo et Djangui, d'où des centaines de civils ont été massacrés et d'autres enterrés vivants. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Après les tensions hier, le bureau de l'Assemblée nationale était ouvert et le personnel était présent aujourd'hui. Hier, Vital Kamerhe a autorisé son cabinet à terminer la journée tôt après un week-end de préparation pour la rentrée parlementaire. Aujourd'hui, le président a demandé à ses services de ne pas entraver les démarches parlementaires visant sa destitution. Le député Eric Chikouma rappelle que la session de septembre, principalement budgétaire, avec un accent sur le social, la sécurité et la mobilisation des recettes. Il s'agit d'une session qui est essentiellement budgétaire et cette session va nous permettre de pouvoir scruter les prévisions budgétaires que le gouvernement a préparées pour le budget 2026. Et dans ces prévisions budgétaires, nous allons veiller à ce que les lignes qui sont prévues pour la sécurité, pour les infrastructures, pour le développement soient respectées et que cela puisse permettre au gouvernement de réaliser tous les projets qui sont prévus pour le bien-être de notre population. Vous savez que notre peuple est confronté à plusieurs difficultés. Nous qui venons de l'intérieur du pays durant ces vacances, qui nous ont permis de faire également une tournée à travers la République, nous avons pu nous imprégner de certaines réalités
qui nécessite une prise en charge totale par le gouvernement central. Donc, nous allons scruter ces budgets et veiller à ce que les lignes soient dégagées pour permettre à ce que le gouvernement puisse réaliser certains projets, parce que vous savez que au niveau de certaines provinces, certains coins de la République, il y a un enclavement total et cela nécessite à ce que les routes soient asphaltées pour désenclaver ces coins qui dépendent totalement des pays frontaliers, dont l'Ouganda, qui fournit tous les biens de première nécessité à notre population, et même la monnaie étrangère est consommée sur le sol congolais. Donc nous allons veiller à ce que ces routes soient ouvertes pour permettre à ce que le peuple congolais puisse échanger, puisse faire circuler le bien, mais aussi que eux-mêmes puissent s'émouvoir facilement. Donc, nous allons aussi veiller à ce que la situation sécuritaire. Je prends le cas ici à Kinshasa, où dans plusieurs communes, nous sommes confrontés à un sérieux problème de sécurité. Nous allons veiller à ce que la police soit dotée de moyens de mobilité, les moyens pour les équipements, afin que le travail de sécurisation de notre peuple, de notre population s'efface sans problème. Et nous allons également veiller à ce que les policiers indisciplinés, des policiers qui sèment la terreur, les policiers qui causent des problèmes à notre population soient sanctionnés. Et je pense qu'au cours de cette session, plusieurs de ces problèmes seront mis sur la table et nous allons pouvoir examiner et envisager des solutions pour que le gouvernement puisse les implémenter. On parle d'un budget de 20 milliards de dollars. Est-ce que c'est réalisable ou c'est des chiffres qu'on balance? Il s'agit de prévisions, nous l'avions entendu, ça a été évoqué, discuté au cours du dernier Conseil de ministres. Et ces projets de budget venaient d'être déposés cet avant-midi au niveau du bureau de notre Chambre. Nous aurons le temps de l'analyser pour pouvoir nous rendre compte si les prévisions sont réalistes ou pas. Et nous allons pouvoir faire des ajustements nécessaires, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Mais je pense que au regard de notre potentiel fiscal, nous pourrions aller au-delà de ces prévisions de 20 milliards parce que il y a des mesures qu'il faudrait mettre en place pour encadrer la mobilisation des recettes, pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Et je pense qu'il est possible que nous puissions garder ces montants ou cette hauteur de 20,3 milliards ou même aller au-delà. Donc, nous allons passer en revue ces prévisions. Et au niveau de l'ECOFIN, où nous avons déployé une dizaine de missions à travers le pays pour pouvoir analyser les moyens de mobilisation de recettes, tous ces dispositifs de mobilisation des recettes de l'État, nous allons faire des recommandations au gouvernement en termes d'enrichissement de ces prévisions budgétaires, en termes de mesures à prendre pour pouvoir atteindre ces budgets. Et je pense que ça nous permettra effectivement de soulager notre population. Nous voulons que ces budgets soient un budget qui soulage effectivement le problème de notre population et que cela puisse consolider l'amélioration de son bien-être. Merci beaucoup, cher Élisée. Et c'est tout pour les résumés de l'actualité à retrouver tous les jours sur Kivu Morning Post pour vous permettre d'être au parfum de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, principalement et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi ces numéros. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Bienvenue, surtout abonnez-vous à la chaîne, aimez et commentez nos vidéos. Portez-vous bien.